La bataille de France de mai-juin 1940 est l'un des sujets les plus sous-cotés de la Seconde Guerre mondiale. En effet, la mémoire collective semble n'avoir retenu de cet événement tragique que l'image d'une débâcle générale marquée par la défaite des troupes françaises en l'espace de 6 semaines et par l'exode que celle-ci a entraîné. Mais certains seraient tentés de se demander si on peut vraiment appeler bataille un événement qui semble avoir été aussi expéditif. Et pourtant, eh bien oui, il s'agit bel et bien d'une bataille, d'une hécatombe même. On estime que, alliés et germano-italiens confondus, il y a eu plus de pertes en 6 semaines de combat durant la bataille de France que durant les 3 mois de la bataille de Normandie par exemple. Ou bien encore, autre exemple, que, proportionnellement à leur durée respective, la bataille de France était plus meurtrière que Verdun. Ce n'était donc pas une bataille mineure, mais bien un épisode à part entière de la Seconde Guerre mondiale. Et justement, on va présenter un peu son déroulement à cette bataille. Depuis le 3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni sont en guerre contre l'Allemagne, suite à l'invasion par cette dernière de la Pologne 2 jours plus tôt. Pendant plusieurs mois, il se passe à l'ouest ce qu'on appellera la drôle de guerre. Mis à part quelques échanges timides, dirons-nous, aucun des deux camps n'agit vraiment. Pourtant, les Alliés le savent, les Allemands vont attaquer. Ces derniers ont d'ailleurs profité de ces dernières semaines pour peaufiner leur plan. Mais les Français sont confiants, la ligne Maginot est fiable, les Ardennes sont infranchissables. Pour eux, les Allemands passeront par la Belgique et le Luxembourg comme ils l'ont déjà fait à l'époque en 1914. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Monumentale erreur. Et justement, le 10 mai, les Allemands mettent à exécution le Fallgelb, le plan jaune. Ils attaquent massivement les Pays-Bas ainsi que la Belgique. Les Français, voyant que tout se passe comme ils l'avaient prévu, dégarnissent leur défense à la frontière allemande et envoient en renfort en Belgique leurs meilleures unités, afin de mettre en place le plan d'Ilbreda, le plan défensif censé empêcher les Allemands d'aller plus loin. Manque de bol, l'offensive est avant tout un leurre, soigneusement orchestré par les généraux ennemis, et au même moment, le gros des forces allemandes se faufile en fait par les Ardennes, que l'on croyait pourtant impénétrables. Le 13 mai, en l'espace d'une journée, Sedan, encore elle, est le théâtre d'un très lourd revers. Les Français sont balayés par la percée de Sedan et se font prendre à revers par les Allemands. Ces derniers foncent aussitôt vers le nord et atteignent la Manche le 20 mai. Oh, dis donc, ils foncent, hein? 1 million d'hommes des armées alliées se retrouvent ainsi coupés du reste de la France et les Allemands resserrent ensuite les taux jusqu'à Dunkerque, où ils s'imposent. Au nord, les armées alliées sont vaincues. Les Alliés sont en effet soit morts, soit prisonniers, soit repliés en Angleterre. Les Allemands reprennent donc leur conquête du territoire français et entrent notamment le 14 juin dans Paris, qui a été déclarée ville ouverte, c'est-à-dire livrée sans combattre afin d'éviter qu'elle ne soit détruite, comme Varsovie ou Rotterdam l'ont été par exemple. Entre-temps, le 10 juin, Mussolini, le leader fasciste italien, déclare la guerre à la France et au Royaume-Uni et prépare une offensive sur la France en passant par les Alpes, pendant que la France est déjà bien débordée. Et oui, le légendaire fair-play italien. Le 17 juin, le maréchal Pétain, chef du gouvernement depuis la veille, demande l'armistice et la cessation immédiate des hostilités. Mais le lendemain, le 18, le général de Gaulle, désormais à Londres, appelle lui à ne pas cesser les combats. Mais l'armistice est finalement signé le 22 à Rotonde, dans le wagon exact où avait déjà été signé celui de 1918 à l'issue de la Première Guerre mondiale. La France a officiellement perdu, cependant elle n'a pas démérité. Elle a causé des dommages dans les rangs de son homologue allemand, et elle a même remporté quelques victoires, et on va justement profiter de cette vidéo pour aborder quelques-unes d'entre elles. Lorsqu'on nous parle de l'épisode de Dunkerque, on a souvent l'image de l'évacuation par la mer des troupes anglaises avec à peu près tout ce qu'on pouvait trouver de navigable, bâtiments de guerre, mais aussi chalutiers, péniches, barques, et le tout souvent sous le feu de l'aviation ennemie. Ça, c'est l'image populaire que l'on en a gardée. Ce qu'on évoque beaucoup moins en revanche, c'est qu'en dehors de la ville, ce sont les Français qui tenaient les lignes de défense afin de gagner du temps et permettre ce fameux réembarquement. Comme évoqué précédemment, à la suite de la percée de Sedan, les Allemands foncent vers le nord et atteignent la Manche le 20 mai, coupant tous les alliés au nord du reste de la France. 1 million d'hommes se retrouvent ainsi pris au piège et tentent de résister tant bien que mal. Au début, Français et Anglais combattent ensemble, mais la ligne est dure à tenir et les Allemands gagnent du terrain. Le 22 mai, Churchill anticipe et prévoit de retirer ses troupes du front en vue d'un réembarquement pour l'Angleterre. Dès le 26, et sans même en avoir été informé, car en effet Churchill ne le souhaitait pas, les Français voient les Anglais les abandonner et commencer des opérations d'évacuation à grande échelle. Contraints d'agir en conséquence, les Français reculent et à partir du 28 mai réorganisent les défenses autour de Dunkerque. Le dernier bastion des armées alliées. 400 000 hommes s'y trouvent désormais piégés. Les Français sont désormais seuls à défendre aux côtés des Belges, eux aussi mis en déroute par l'offensive allemande et désormais piégés dans la poche de Dunkerque avec le reste des armées alliées.
Au final, ils se retrouveront à tenir eux aussi une petite partie de la ligne défensive aux côtés des Français, pendant que les Britanniques, eux, embarquent sagement. D'ailleurs, les Belges seront héroïques puisqu'ils tiendront leur secteur pendant 5 jours, jusqu'à épuisement de leurs munitions. Mais héroïques, les Français le sont aussi. Livrés à eux-mêmes face à l'avancée allemande, ils sont désormais en très nette infériorité numérique. On parle d'un rapport de 1 pour 10, parfois 1 pour 30 selon les secteurs. Ah ouais, carrément. Pourtant, les Français tiennent. Eux aussi ont juré de résister jusqu'à épuisement des munitions, et ailleurs on cherche même à leur faire gagner du temps. C'est le cas par exemple à Lille, où jusqu'au 31 mai, près de 40 000 Français monopolisent l'attention de 7 divisions allemandes, avant de se rendre finalement le lendemain. Le genre d'acte qui permet d'aider tant bien que mal la défense de la poche de Dunkerque et de gagner du temps. Mais les Allemands restent plus nombreux, mieux équipés et harcèlent les Français via leur artillerie. Ces derniers ne vont plus pouvoir tenir, et cela tombe bien puisque dans la nuit du 2 juin, les dernières troupes britanniques ont été évacuées, soit environ 200 000 hommes. Les Français et les Belges vont désormais pouvoir en faire de même, et finalement 140 000 d'entre eux sont également évacués jusqu'à la nuit du 4 juin. Ce même jour du 4 juin, les Allemands entrent dans Dunkerque et 35 000 Français qui ont combattu jusqu'au bout pour couvrir la retraite de leurs compagnons et n'ont pas eu le temps de fuir par la mer, sont faits prisonniers. Et malgré la symbolique de fiasco que représente ce repli des Alliés, les Anglais considèrent que l'opération est une grande victoire stratégique. Encore une ou deux victoires stratégiques de ce genre-là, et vous allez vous retrouver en Norvège. Si l'opération est décrite comme aboutie, elle aura tout de même coûté 48 000 vies alliées. Et d'un point de vue matériel, ce n'est guère mieux, c'est même un désastre. Les Anglais ont en effet abandonné tout leur matériel aux Allemands, canons, véhicules, vivres, munitions et même carburant. Les opérations d'évacuation auront également causé la perte de 9 destroyers, dont 3 français, et plus de 150 avions. De leur côté, les Allemands totalisent 20 000 morts ou blessés et environ 240 appareils abattus. Les Français ont donc rempli leur part dans la défense de Dunkerque. Ils ont résisté en sous-nombre et ont permis la réussite de l'opération Dynamo. C'est en effet près de 340 000 hommes qui ont été évacués et que les Allemands voient ainsi leur échapper. Comme je l'évoquais précédemment, le 10 juin 1940, alors que l'épisode Dunkerque est déjà terminé et que les troupes françaises reculent de plus en plus proches de Paris, Benito Mussolini, le dirigeant de l'Italie fasciste, déclare la guerre à la France et au Royaume-Uni. Une attaque qualifiée à l'époque de véritable coup de poignard dans le dos. C'est pourtant pas leur genre. Oui, bah ça prouve qu'ils ont changé de genre. L'idée de passer par les côtes de Provence étant écartée à cause de la marine française encore présente, les Italiens choisissent de lancer une offensive en passant par les Alpes. Un terrain qu'ils connaissent bien puisqu'ils y ont déjà combattu durant la Première Guerre mondiale, notamment contre l'Autriche-Hongrie. Cela dit, c'est également un terrain que connaissent bien les Français et ceux-ci ne comptent pas se laisser faire. On oublie bien souvent que la ligne Maginot ne s'étend pas que le long de la frontière allemande, mais bien jusqu'à la Méditerranée, même si le tronçon sud-est est généralement plus connu sous l'appellation ligne alpine. Cependant, et contrairement au tronçon nord-est face à l'Allemagne, la composition de la ligne est ici moins dense. Ici, les reliefs servant déjà de défense naturelle, les ouvrages défensifs sont moins nombreux et placés de façon à verrouiller les points de passage importants, tels que les cols ou les vallées. La ligne, fortement renforcée à partir de 1931, vient en outre se greffer aux quelques ouvrages déjà présents durant la Première Guerre, tels que le fort du Sapé par exemple. Au niveau des forces en présence, au moment de l'offensive, l'armée des Alpes, commandée par le général Olry, est composée d'environ 185 000 hommes, tandis qu'en face, le groupe armé dirigé par le prince Humbert de Savoie en comporte lui près de 300 000. Ces derniers sont cependant peu entraînés, mal équipés et peu motivés à l'idée de se battre en milieu alpin. Néanmoins, ils disposent d'une aviation, pour le moment épargnée par les combats, tandis que celle des Français a déjà eu fort à faire face aux Allemands. Entre le 11 et le 19 juin, quelques offensives au sol sont tentées, mais toutes repoussées. Les attaques aériennes italiennes, elles, sont pour la plupart contenues par l'aviation française qui, en retour, lance des attaques sur les terrains d'aviation et usines présentes notamment à Gênes, Turin et Novi Ligure. Et désolé pour mon super accent, je n'ai pas fait italien. Margheriti. Entre-temps, Hitler prévient Mussolini que celui-ci ne récupérera en territoire que ceux qu'il aura lui-même conquis. Le 22 juin, le Duce, qui entend bien lui aussi éteindre son territoire, ordonne donc une offensive générale sur toute la longueur du front. Mais les Italiens se heurtent aux défenses françaises, ils sont harcelés par les chasseurs alpins, l'artillerie les décime, bref, ils sont une nouvelle fois repoussés. Ce même jour, l'armistice est signé entre Français et Allemands, et ces derniers font comprendre que les Italiens doivent en faire de même pour cesser les combats. Sans compter qu'entre-temps, le rouleau compresseur allemand était en train d'approcher dans le dos de l'armée des Alpes. Finalement, l'armistice franco-italien est signé le 24 à Rome, les troupes de l'armée des Alpes se rendent donc, mais sans avoir subi aucune défaite, et avec pour seule perte une partie de la ville de Menton, qui est donc un très bon résultat pour eux vu leur sous-nombre.
C'est d'ailleurs dans le secteur de Menton qu'a également eu lieu l'épisode du pont Saint-Louis, où 9 Français ont résisté héroïquement face à 3000 Italiens. Et si cette anecdote vous intéresse, je vous recommande l'excellente vidéo de Nota Bene sur le sujet, je vous mets le lien dans la description. Militairement parlant, la bataille des Alpes est donc une victoire défensive pour les Français, même si elle débouche ensuite sur un armistice. Ils ont tenu 2 semaines face à des Italiens supérieurs numériquement et n'auront à déplorer, entre guillemets, que 250 soldats tués, blessés ou disparus, là où les Italiens en auront près de 6000. On peut également évoquer la bataille de Stone, affrontement qui s'est déroulé dans les heures suivant la percée de Sedan, et où Français et Allemands se sont livrés un vrai match d'anthologie à partir du 15 mai. Le contrôle du village changeant de main à 17 reprises, dont 9 changements rien que sur la première journée du 15 mai. Finalement, l'opposant allemand l'emporte dans les prolongations et le village tombe définitivement le 17 mai. Il a su trouver la faille. C'est l'expérience qui a parlé. On a bien affaire à un champion. Des poches de résistance lutteront néanmoins pendant encore quelques jours, symbole de Français qui ne veulent rien lâcher, et la bataille sera également l'une de celles où les chars lourds B1 bis français se seront particulièrement illustrés. Il y a également l'épisode des combats de Saumur à partir du 18 juin 1940 où 2500 Français, dont pour la grande majorité des jeunes, encore élèves aux écoles militaires locales, vont se battre farouchement face à 40 000 Allemands. Ils sont inexpérimentés, ils sont sous-équipés, et pourtant ça ne les empêche pas de tenir tête à un ennemi 16 fois supérieur en nombre et qui les pilonne intensément avec leur artillerie. L'objectif pour eux est clair, empêcher les Allemands de franchir la Loire. Le symbole est d'autant plus fort que la veille, le 17 juin, le maréchal Pétain a demandé l'armistice et appelé à cesser les combats. Mais qu'à cela ne tienne, les jeunes soldats veulent résister et honorer le drapeau. Ils seront finalement défaits le 20 juin, après 2 jours de combat. L'armistice sera lui signé le 22. Après cet affrontement, le général allemand Felt reconnaîtra la vaillance des jeunes combattants français, notamment au vu de leur inexpérience. Il les surnommera même les cadets de Saumur, en référence à l'appellation donnée aux élèves officiers allemands. Considérant qu'ils appartiennent à une unité de perfectionnement militaire et non à une unité combattante pure, il ira même jusqu'à les relâcher le 3 juillet en leur autorisant de gagner la zone libre, fraîchement instaurée avec l'armistice. Fait incroyable, les Allemands leur donneront même les honneurs militaires au moment de franchir la ligne de démarcation. Voilà pour ces quelques hauts faits d'armes français durant la campagne de France. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, beaucoup d'autres affrontements, aussi épiques qu'héroïques, mais on sortirait du format vidéo court que je cherche à vous proposer. J'espère néanmoins que cela vous aura permis d'avoir une autre vision de cet épisode du début de guerre, allant bien évidemment à l'encontre de la pensée commune sur le sujet. Car non, contrairement à ce que peuvent prétendre certains ouvrages ainsi que bon nombre de manuels scolaires, non, les Allemands ne se sont pas baladés. Ils ont certes progressé à une vitesse phénoménale, mais ont par endroits rencontré une forte résistance et subi de lourdes pertes. De l'aveu des généraux allemands eux-mêmes, tels que Guderian ou encore Rommel, les Français ont été coriaces et dotés d'un grand esprit de sacrifice. Winston Churchill a reconnu lui-même que les exploits français ont notamment permis de rapatrier un maximum de soldats anglais grâce à leur sacrifice durant la bataille de Dunkerque. Il est également à noter que ces performances françaises ont indirectement joué un rôle sur la bataille d'Angleterre, qui a démarré dès le mois suivant, en juillet 40. En effet, on en parle peu, mais durant la bataille de France, la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, a subi de très lourds dégâts, et beaucoup de ses appareils ont été détruits ou endommagés. Malgré ses moyens énormes à l'époque, elle ne parviendra pas à temps à reconstituer ses effectifs de départ, et se lancera donc dans l'offensive contre les Anglais en étant affaiblie, que ce soit pour les avions ou même pour les pilotes, car il faut en reformer de nouveau. Certes, ces quelques victoires n'enlèvent en rien le fait que la France s'est relativement faite balayer par les forces allemandes. Il conviendrait d'ailleurs d'expliquer pourquoi on en est arrivé à un tel résultat, quelles sont les raisons qui ont entraîné un tel fiasco, et croyez bien qu'elles sont nombreuses, mais ce n'est pas le sujet du jour. C'est tout pour aujourd'hui, merci à vous d'avoir regardé cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires que je me ferai un plaisir de lire. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode, d'ici là, portez-vous bien.